Napoléon Bonaparte. Un nom qui fait trembler l'Europe pendant 15 ans. Ses victoires semblent sans fin. Austerlitz, Iéna, Friedland. Ses maréchaux sont redoutables, ses soldats aguerris, sa tactique révolutionnaire. La grande armée écrase tout sur son passage. Pourtant, entre 1808 et 1815, cet édifice apparemment indestructible s'effondre. Comment? 7 coalitions se forment contre lui. 7 alliances qui regroupent les plus grandes puissances d'Europe. Mais surtout, des adversaires qui apprennent de leurs défaites et transforment leur faiblesse en force. L'histoire de la chute napoléonienne n'est pas celle d'une bataille décisive. C'est celle d'un empire qui se consume sur plusieurs fronts, rongé par des guerres qu'il ne peut plus gagner, épuisé par des ennemis qui changent leurs méthodes. Hashtag. Depuis 1803, un adversaire refuse systématiquement toute paix durable. Le Royaume-Uni. Les Britanniques sont la colonne vertébrale de chaque coalition. Ils ne disposent pas d'une armée massive comme la France, mais ils ont 2 atouts majeurs, une marine imbattable et un trésor qui semble sans fond. Le 21 octobre 1805, au large du cap Trafalgar, l'amiral Nelson écrase la flotte franco-espagnole. Les navires français perdent 22 vaisseaux. Cette défaite maritime scelle le destin de Napoléon. Jamais il ne pourra envahir l'Angleterre. Les Britanniques dominent les mers et contrôlent les routes commerciales mondiales. Napoléon le comprend immédiatement. Si la victoire militaire directe est impossible, il faut frapper l'ennemi là où il est vulnérable, son économie. Le 21 novembre 1806, depuis Berlin, Napoléon décrète le blocus continental. L'idée est simple mais ambitieuse. Fermer tous les ports européens au commerce britannique. Priver l'Angleterre de son principal marché, l'Europe, pour l'asphyxier économiquement. Les îles britanniques sont déclarées en état de blocus. Tout commerce avec elles devient interdit. Toute marchandise anglaise doit être confisquée. Le système fonctionne partiellement. En 1806, les exportations britanniques vers le continent chutent drastiquement. L'économie anglaise vacille. En 1808, elle s'effondre presque. Les usines textiles ferment, les dockers se retrouvent au chômage, les prix flambent. L'inflation fait grimper les prix de 76% entre 1796 et 1811. La livre sterling perd de sa valeur. Des émeutes ouvrières éclatent dans les villes industrielles. Mais Londres ne plie pas. Les Britanniques ripostent avec leurs propres ordres en conseil du 11 novembre 1807. Ils interdisent à tout navire non britannique d'accoster en Europe sans passer d'abord par l'Angleterre et payer une taxe de 25%. Ils transforment ainsi le blocus en arme à double tranchant. Surtout, ils trouvent de nouveaux marchés. L'Amérique du Sud s'ouvre à leurs produits. La contrebande se développe partout en Europe. Malte, Gibraltar, la Sicile deviennent des bases où transitent les marchandises interdites. Le blocus continental ne détruit pas l'économie britannique, mais il a des conséquences dramatiques pour Napoléon. Pour l'appliquer efficacement, il doit contrôler toute l'Europe. Cette nécessité le pousse à envahir le Portugal en 1807, puis l'Espagne en 1808. Cette même obsession le conduit à la rupture avec la Russie qui rouvre ses ports au commerce anglais en 1810. L'autre arme britannique est financière. Londres finance coalition après coalition. Des millions de livres sterling partent vers l'Autriche, la Prusse, la Russie. Cette cavalerie Saint-Georges, comme on l'appelle, permet aux armées continentales de s'équiper, de se ravitailler, de tenir face aux Français. Chaque fois qu'une coalition s'effondre, les Britanniques en financent une nouvelle. Ils subventionnent des troupes qu'ils n'ont pas à recruter eux-mêmes. C'est une guerre d'usure économique que la France ne peut pas gagner à long terme. Hashtag. En 1808, Napoléon commet une erreur monumentale. Il décide de placer son frère Joseph sur le trône d'Espagne après avoir contraint le roi Charles IV et son fils Ferdinand à abdiquer. Il pense que les Espagnols accepteront ce changement comme l'ont fait les Italiens ou les Polonais. Il se trompe complètement. Le 2 mai 1808, Madrid se soulève contre l'occupation française. Le maréchal Murat réprime violemment l'insurrection. Le lendemain, le 13 de Mayo, les représailles sont sanglantes. Mais au lieu de briser la résistance, ces exécutions embrasent toute l'Espagne. Les villes se révoltent, les unes après les autres. Le clergé catholique appelle le peuple à combattre les envahisseurs français
qu'ils présentent comme des suppôts du diable. Cette guerre d'Espagne va durer 6 ans. Elle invente un nouveau type de combat, la guérilla. Les paysans espagnols ne livrent pas de batailles rangées. Ils attaquent par surprise, tendent des embuscades, empoisonnent les puits, massacrent les détachements isolés. Un soldat français peut se sentir en sécurité dans une ville conquise le matin et se faire égorger sur une route de campagne l'après-midi. L'ennemi est partout et nulle part. La cruauté atteint des sommets des 2 côtés. Les guérilleros capturés sont fusillés, pendus ou passés par les armes. Mais les insurgés espagnols réservent des tortures atroces aux Français qu'ils capturent: mutilation, castration, crucifixion, écorchement vif. La peur s'installe dans les rangs français. Même le roi Joseph Bonaparte n'ose plus quitter Madrid de peur de tomber dans une embuscade. La guerre d'Espagne mobilise plus de 200 000 soldats français en permanence. Des troupes d'élite, des vétérans aguerris qui auraient été décisifs sur d'autres fronts. Napoléon appelle ce conflit son ulcère espagnol. C'est une plaie qui saigne continuellement ses forces sans jamais guérir. Les Britanniques comprennent vite l'opportunité. Dès 1808, ils débarquent au Portugal un corps expéditionnaire commandé par Arthur Wellesley, futur duc de Wellington. Ce général méthodique et prudent n'a pas le génie tactique de Napoléon, mais il possède d'autres qualités. Il choisit ses positions défensives avec soin, utilise le terrain à son avantage, ne prend jamais de risques inutiles. Wellington construit son armée intelligemment. Il ne compte jamais plus de 60 000 Britanniques, mais il intègre des Portugais et des Espagnols. Il les équipe, les entraîne, les transforme en soldats fiables. L'armée portugaise représente un tiers de ses forces à partir de 1810. Cette stratégie lui permet de tenir face à des forces françaises supérieures en nombre. Les victoires françaises en Espagne restent sans lendemain. Les troupes de Napoléon prennent des villes, gagnent des batailles contre l'armée régulière espagnole, mais les campagnes restent hostiles. Chaque convoi de ravitaillement doit être escorté. Chaque garnison vit dans la peur d'une attaque nocturne. L'occupation ne se transforme jamais en contrôle effectif. En juillet 1812, Wellington remporte une victoire importante à Los Arapiles contre le maréchal Marmont. Cette bataille démontre que les Français peuvent être battus en combat ouvert. Le 21 juin 1813, la bataille de Vittoria devient une déroute française. Wellington franchit les Pyrénées et poursuit son avance en France même. La guerre d'Espagne s'achève en 1814, mais elle a coûté à Napoléon des centaines de milliers d'hommes et a démontré aux autres peuples européens que les Français ne sont pas invincibles. En 1812, Napoléon rassemble la plus grande armée jamais vue en Europe. 700 000 hommes. La moitié vient des pays vassaux: polonais, italiens, allemands, autrichiens, prussiens. Les Russes l'appellent l'armée des 20 nations. L'objectif est clair: forcer le tsar Alexandre Ier à respecter le blocus continental qu'il a rompu en 1810 en rouvrant ses ports au commerce britannique. Le 24 juin 1812, la Grande Armée franchit le Niémen sans déclaration de guerre. Napoléon cherche comme toujours le choc frontal, la bataille décisive qui écrasera l'armée ennemie. Mais les Russes refusent l'affrontement. Sous la direction de Barclay de Tolly, ils appliquent une stratégie préparée depuis 1810, la retraite stratégique et la terre brûlée. Les 2 armées russes, celle de Barclay et celle de Bagration, se replient vers l'est. Elles détruisent tout sur leur passage: récoltes, bâtiments, vivres, moyens de production. La Grande Armée avance dans un désert. Napoléon a préparé minutieusement cette campagne. Des convois de subsistance, des troupeaux sur pied, des charrettes renforcées. Mais les corps d'armée progressent trop vite sur les talons des Russes. L'intendance ne suit pas. Le matériel se brise sur les mauvaises routes. Les bêtes crèvent d'épuisement. Le climat continental est brutal. En juin et juillet, la chaleur caniculaire épuise les soldats. La dysenterie se propage. Les maladies font plus de victimes que les combats. En août, après 2 mois de marche, la Grande Armée a déjà perdu plus de 150 000 hommes sans avoir livré de bataille importante. La plupart des chevaux sont morts, ce qui paralyse la cavalerie et l'artillerie. Cette stratégie de la terre brûlée provoque des remous dans l'état-major russe. Les généraux trouvent déshonorant de reculer sans combattre. Le 17 août 1812, sous la pression,
Le tsar remplace Barclay de Tolly par le vieux maréchal Koutouzov, 67 ans. Mais ce dernier, plus rusé, continue la même tactique tout en donnant l'impression de préparer la bataille décisive. Le 7 septembre 1812, Koutouzov offre enfin l'affrontement que Napoléon attend depuis des mois. La bataille de Borodino, ou de la Moskova, devient la plus sanglante de toutes les guerres napoléoniennes. Les Russes ont fortifié leur position. La redoute Raïevski au centre, les flèches de Bagration sur les flancs. Ils mènent une guerre d'usure, obligeant Napoléon à attaquer frontalement. Le soir venu, les Français restent maîtres du terrain. Mais à quel prix? 30 000 Français tués ou blessés. 50 000 Russes. L'armée russe n'est pas détruite. Elle se replie en bon ordre. Le 14 septembre, Napoléon entre dans Moscou. La ville est presque déserte. Sur 262 000 habitants, seuls 10 000 restent. Le lendemain, des incendies éclatent partout simultanément. Moscou brûle du 14 au 18 septembre. La ville, construite essentiellement en bois, est détruite au 9/10. 4 000 maisons en pierre et 7 000 en bois partent en fumée. L'incendie fait partie de la politique de la terre brûlée, même si aucun ordre écrit ne le confirme. Les Français se retrouvent privés d'abri pour l'hiver qui approche. Napoléon attend en vain. Le tsar refuse tout contact, toute négociation. L'empereur comprend trop tard qu'il est tombé dans un piège. Il ne peut pas rester à Moscou pour l'hiver. La ville est détruite, les réserves insuffisantes. L'armée russe, loin d'être anéantie, se regroupe au sud-est et menace ses lignes de communication. Les partisans harcèlent les convois. Le 19 octobre, après un mois d'hésitation fatale, Napoléon ordonne la retraite. La catastrophe commence. L'armée française est désorganisée après un mois de relâche à Moscou. La discipline s'est effondrée. Les soldats ont pillé et se sont empâtrés de butins inutiles qu'ils traînent dans des voitures. Les officiers n'ont pas veillé à équiper les hommes pour l'hiver. Personne ne porte de vêtements chauds. Les chevaux n'ont pas de fers à crampons. Le froid s'abat brusquement début décembre. Les températures plongent à -20, parfois -30 degrés. Les chevaux glissent sur le verglas, tombent et ne peuvent plus se relever. Sans chevaux, la cavalerie disparaît. L'artillerie doit abandonner ses canons. Les hommes, engourdis par le froid, ne sentent plus la chaleur des feux de camp et s'approchent trop près. Certains meurent brûlés. D'autres se désaltèrent en mangeant de la neige sans la faire fondre, ce qui aggrave l'hypothermie. La faim devient l'ennemi principal. Les soldats abattent les chevaux pour se nourrir. Ceux qui sont morts depuis longtemps et congelés sont difficiles à débiter, même à la hache. Mais dès qu'un cheval trébuche, on se rue sur lui alors qu'il est encore vivant. Les prisonniers russes, encore moins bien lotis, pratiquent même le cannibalisme. Les Cosaques harcèlent sans relâche la colonne en retraite. Ils attaquent les traînards, massacrent les blessés, coupent les ponts. Du 15 au 18 novembre, les combats autour de Krasnoïo infligent de nouvelles pertes. Le passage de la Bérésina, du 26 au 28 novembre, devient légendaire. Des dizaines de milliers d'hommes meurent noyés, tués par les Russes ou piétinés dans la panique. C'est une catastrophe militaire, mais aussi un exploit. Napoléon et ses maréchaux parviennent à s'échapper avec une partie de l'armée. Le 5 décembre, à Smorgon, Napoléon abandonne l'armée et rentre à Paris pour prévenir un coup d'État. Il confie le commandement à Murat. Le 14 décembre 1812, le maréchal Ney, dernier à quitter le territoire russe, franchit le Niémen avec les derniers survivants. Sur les 700 000 hommes entrés en Russie, environ 200 000 sont morts et 150 000 à 190 000 ont été capturés. La Grande Armée n'existe plus. La Prusse a été humiliée en 1806. À Iéna et Auerstedt, son armée supposément invincible s'est effondrée en quelques heures. Napoléon a imposé des conditions de paix écrasantes, perte de la moitié du territoire, indemnité de guerre colossale, occupation militaire, limitation de l'armée à 42 000 hommes. Mais au lieu de se résigner, les Prussiens se transforment. Des réformateurs comme Scharnhorst et Gneisenau réorganisent l'armée de fond en comble. Ils copient les méthodes françaises, promotion au mérite plutôt qu'à la naissance, tactique mobile, autonomie des officiers, artillerie légère. Ils contournent la limitation des effectifs par un système ingénieux. Les recrues reçoivent une formation intensive de quelques mois, puis retournent à la vie civile. De nouvelles recrues les remplacent.
En quelques années, la Prusse dispose d'une vaste réserve de soldats formés. L'esprit de revanche se développe. Les intellectuels comme Fichte appellent au réveil national allemand. La défaite de Napoléon en Russie devient le signal attendu. En mars 1813, le roi de Prusse Frédéric Guillaume III rompt avec la France et rejoint la coalition. Des milliers de volontaires affluent pour se battre contre l'occupant français. La campagne d'Allemagne de 1813 devient un tournant. Napoléon parvient à lever une nouvelle armée de 350 000 hommes en appelant les classes de 1813 et même de 1814. Mais ces soldats sont jeunes, inexpérimentés, mal entraînés. Ils remportent des victoires à Lutzen le 2 mai et à Bautzen du 20 au 21 mai, mais ne peuvent pas exploiter ces succès faute de cavalerie pour poursuivre l'ennemi. L'Autriche rejoint la coalition en juin 1813 après avoir tenté vainement de négocier. La Suède de Bernadotte, ancien maréchal de Napoléon, fait de même. Les coalisés appliquent une stratégie nouvelle, le plan Trachenberg. Ils évitent d'affronter Napoléon directement, mais attaquent ses maréchaux. Dès que l'empereur se dirige vers une armée coalisée, celle-ci se replie. Dès qu'il s'en éloigne, elle avance et attaque les corps d'armée isolés. La bataille décisive a lieu du 16 au 18 octobre 1813 à Leipzig. C'est la bataille des nations. Les coalisés alignent 380 000 hommes contre 190 000 Français. Napoléon est 2 fois moins nombreux. Après 3 jours de combats acharnés, il doit ordonner la retraite. Ses alliés allemands le trahissent en pleine bataille. Le roi de Saxe est fait prisonnier. Le roi de Bavière rejoint la coalition. Les Français perdent 60 000 hommes. Leipzig marque la fin de la domination française en Allemagne. Les Prussiens, aux côtés des Russes, des Autrichiens et des Suédois, envahissent la France début 1814. Napoléon mène alors l'une de ses plus brillantes campagnes, la campagne de France, avec seulement 70 000 hommes contre 250 000 coalisés. Il remporte victoire après victoire, Champaubert, Montmirail, Château-Thierry. Mais il ne peut être partout à la fois. Le 31 mars 1814, Paris capitule. Le 6 avril, Napoléon abdique. Le retour de Napoléon de l'île d'Elbe en mars 1815 stupéfie l'Europe. La 7e coalition se forme immédiatement au Congrès de Vienne. Le 13 mars, les puissances le déclarent hors la loi et ennemi et perturbateur du repos du monde. L'Europe entière se ligue contre un seul homme. Napoléon sait qu'il doit agir vite. Les Russes et les Autrichiens arrivent avec des armées massives. S'il attend qu'elles se regroupent, il sera écrasé par la supériorité numérique. 2 armées sont déjà positionnées en Belgique, 120 000 Prussiens sous les ordres de Blücher et 110 000 Anglo-Hollandais commandés par Wellington. Napoléon décide de les attaquer avant qu'elles ne se rejoignent. Le 15 juin 1815, il franchit la frontière à Charleroi. Sa stratégie est simple, battre les Prussiens et les Britanniques séparément avant qu'ils ne puissent unir leurs forces. Le 16 juin, il affronte les 2 armées le même jour. À Ligny, il attaque Blücher avec 77 000 hommes contre 84 000 Prussiens. Aux 4 bras, le maréchal Ney doit empêcher Wellington d'aider Blücher. La bataille de Ligny est brutale. Les Prussiens perdent 12 000 hommes, les Français 7 000. Blücher, dont le cheval est tué, échappe de justesse à la capture. Mais son chef d'état-major, Gneisenau, organise un repli remarquable sur Wavre. Au lieu de retraiter vers l'est, vers leurs bases de Liège et Namur, les Prussiens se replient vers le nord. Cette décision cruciale leur permet de rester en contact avec Wellington. Napoléon commet sa première erreur. Il surestime sa victoire et pense que Blücher est hors de combat. Il attend le 17 juin avant de confier au maréchal Grouchy le commandement de 34 000 hommes avec mission de poursuivre les Prussiens. Mais Grouchy part dans la mauvaise direction, vers l'est, alors que Blücher se dirige vers le nord. Wellington, informé de la défaite prussienne, replie ses troupes sur une position qu'il a repérée auparavant, le plateau de Mont-Saint-Jean, au sud de Waterloo. Blücher lui promet de venir à son aide. Le 18 juin au matin, les 2 armées se font face. Wellington dispose de 68 000 hommes, Napoléon de 72 000. Les Français ont plus d'expérience et plus de canons, mais Wellington choisit une position défensive exceptionnelle.
Il place la majeure partie de son armée sur le revers du plateau, protégé du feu de l'artillerie française. Des fermes fortifiées ancrent sa ligne. Hougoumont à droite, la Haie-Sainte au centre, Papelotte à gauche. Cette disposition oblige les Français à attaquer frontalement sur un terrain boueux, détrempé par les pluies de la nuit précédente. La bataille commence vers 11h30 par une attaque sur Hougoumont. Cette ferme devient un enfer. Les combats font rage toute la journée sans que les Français ne parviennent à la prendre. Vers 13h30, Napoléon lance son infanterie en colonne massive contre le centre britannique. Les soldats français montent péniblement la pente sous le feu des canons. Arrivés au sommet, ils sont accueillis par des salves de mousqueterie dévastatrices. Les lignes britanniques, déployées en rang, tirent avec une efficacité redoutable. Wellington lance alors sa cavalerie lourde. Les dragons et les Household Cavalry chargent et brisent les colonnes françaises, les repoussant au bas de la pente. Mais dans leur élan, les cavaliers britanniques poursuivent trop loin et tombent sous le feu de l'artillerie française. Ils subissent des pertes terribles avant de pouvoir se replier. Le maréchal Ney observe la confusion dans les lignes britanniques et croit que Wellington est sur le point de se replier. Vers 16h, il ordonne une charge massive de cavalerie. Plus de 5000 cavaliers français montent à l'assaut du plateau. Mais Wellington a prévu cette tactique. Ces fantassins forment des carrés hérissés de baïonnettes. Les chevaux refusent de se jeter sur cette muraille de fer. Les escadrons français tournent autour des carrés, impuissants, décimés par les tirs de mousqueterie. Ney lance charge après charge, perdant des milliers de cavaliers sans résultat. Pendant ce temps, vers 16h30, les premiers éléments prussiens apparaissent sur le flanc droit français. Le général von Bülow attaque le village de Plancenoit avec 30 000 hommes. Napoléon doit détacher la jeune garde pour contenir cette menace. Il se retrouve engagé sur 2 fronts distincts. Vers 18h, les Français réussissent enfin à prendre la Haie-Sainte après des heures de combats acharnés. Cette percée offre une opportunité, mais les renforts prussiens continuent d'arriver. Blücher amène progressivement 50 000 hommes sur le champ de bataille. La situation devient critique pour Napoléon. Il décide de jouer son va-tout. Vers 19h30, il lance la garde impériale, son unité d'élite, dans une dernière attaque désespérée. Ces vétérans qui n'ont jamais été vaincus montent au pas vers le plateau. Les lignes britanniques vacillent, mais Wellington a gardé des réserves fraîches. Les gardes britanniques, couchés dans les blés pour éviter l'artillerie, se dressent soudain à 30 mètres des Français. Ils délivrent une salve meurtrière. Pour la première fois de son histoire, la garde impériale recule. Le cri « La garde recule » se propage dans l'armée française. C'est la panique. Les soldats comprennent que tout est perdu. L'armée se disloque. Des régiments entiers fuient en désordre. Les Prussiens de Blücher lancent leur cavalerie à la poursuite. Le massacre dure toute la nuit. Napoléon tente de rallier ses troupes près de la Belle Alliance, mais c'est inutile. L'armée du Nord n'existe plus. Elle a perdu 25 000 hommes tués ou blessés et 8 000 prisonniers. Les Britanniques et les Prussiens ont perdu ensemble environ 22 000 hommes. Wellington et Blücher se rencontrent sur le champ de bataille vers 22h pour sceller leur victoire. La chute de Napoléon n'est pas le résultat d'un seul élément, mais d'une combinaison fatale. Les Britanniques ont fourni l'argent et la constance. Ils ont financé 7 coalitions, refusant toute paix durable. Leur marine a coupé la France des ressources coloniales et des marchés mondiaux. Leur blocus économique a étranglé le commerce français pendant qu'il développait de nouveaux débouchés. Les Espagnols ont inventé la guerre moderne, la guérilla, la guerre totale d'un peuple contre un occupant. Ils ont immobilisé 200 000 soldats français pendant 6 ans dans un conflit sans issue. Cette guerre a démontré que la Grande Armée pouvait saigner et mourir loin des batailles rangées. Les Russes ont utilisé leur immensité comme une arme. Ils ont attiré Napoléon au cœur de leur territoire, détruit ses lignes de ravitaillement, laissé l'hiver et la faim faire le travail. La campagne de Russie a détruit la meilleure armée que Napoléon ait jamais commandée et a brisé le mythe de son invincibilité. Les Prussiens ont appris de leur défaite. Ils ont réformé leur armée, copié les méthodes françaises, développé un esprit national. À Leipzig, ils ont prouvé que les Français pouvaient être battus en bataille rangée. À Waterloo, tous ces éléments se sont combinés. La ténacité britannique de Wellington qui refuse de plier sous les assauts répétés.
L'arrivée des Prussiens de Blücher qui tiennent leurs promesses malgré leur défaite à Ligny. La coordination entre deux armées qui transforment une bataille serrée en déroute française. La stratégie des coalisés a évolué. Au début, ils essayèrent de battre Napoléon en l'imitant. Après plusieurs défaites écrasantes, ils ont changé d'approche. Ils ont utilisé leur supériorité numérique, évité les batailles décisives avec l'empereur lui-même, harcelé ses maréchaux, étiré ses lignes de communication. Ils ont compris qu'ils ne gagneraient pas par le génie tactique, mais par la persévérance, les ressources et la coordination. Le blocus continental, censé détruire l'Angleterre, s'est retourné contre la France. Pour l'appliquer, Napoléon a dû contrôler toute l'Europe. Cette ambition démesurée l'a poussé à ouvrir trop de fronts simultanément. L'Espagne, le Portugal, la Russie, puis l'Allemagne. Ses armées se sont dispersées. Ses maréchaux ne pouvaient pas être partout. Les ressources humaines se sont épuisées. Les coalitions successives ont aussi permis un apprentissage collectif. Chaque défaite apportait des leçons. Les généraux autrichiens, prussiens et russes observaient les tactiques françaises, identifiaient les faiblesses, adaptaient leurs propres méthodes. À force de combattre Napoléon, ils sont devenus de meilleurs généraux. L'économie de guerre a finalement joué en défaveur de la France. Le Royaume-Uni, malgré ses difficultés, disposait d'un système financier plus solide. Sa dette publique atteignait 200% du PIB en 1815, mais le pays tenait. La France épuisait ses ressources humaines en appelant des classes de plus en plus jeunes. En 1813, Napoléon devait recruter des adolescents de 16 et 17 ans. Ces Marie-Louise, comme on les appelait, n'avaient ni l'expérience ni l'endurance des vétérans.